Je suppose que tout le monde est là. Et je suppose surtout qu'on m'entend parfaitement. Nous vous entendons bien, prof. D'accord. D'accord. Donc, avec Alfred Thayer Mahan, on pense dans la puissance à partir du contrôle des mers et des océans. Comme je vous disais tout à l'heure, l'école géopolitique allemande, qu'on verra après, va essayer de nous montrer que la puissance est d'abord continentale, c'est-à-dire qu'il faut contrôler les terres, les espaces continentaux. C'est pour ça que l'Allemagne, à un moment donné, avait une stratégie d'expansion et d'annexion très forte en Europe. Mais la Grande-Bretagne et les États-Unis, quant à eux, utilisaient plutôt une autre stratégie qui était celle de maîtriser les mers. On a donc vu l'opposition entre l'école de géopolitique continentaliste et l'école de géopolitique maritimiste. Ça veut dire qu'il y a souvent dans les débats de géopolitique certains auteurs qui estiment que la puissance passe par le contrôle des terres et d'autres penseront que la puissance passe par le contrôle des mers. Vous voyez donc que quoi qu'il en soit, nous sommes toujours sur des débats portant sur la maîtrise des espaces. Alfred Thayer Mahan est donc celui qui a développé le mahanisme, c'est-à-dire la logique qui fait la théorie de l'empire maritime, la logique qui promeut la théorie de l'empire maritime. Donc, lui, c'était un spécialiste des questions navales en relations internationales et il pensait effectivement que pour devenir une puissance, il fallait absolument contrôler les mers. Donc, Alfred Thayer Mahan, quant à lui, est un célèbre américain qui est né le 27 septembre 1840 à West Point et le 1er décembre 1914, il est officier de marine. C'était un historien et un stratège aussi. Il a été le fils d'un professeur de tactique à West Point, Dennis Hart Mahan. Il a servi au niveau de l'armée, mais aussi à l'université. Donc, c'était un grand penseur. C'est donc lui qui a impulsé et qui a motivé, qui a inspiré les États-Unis dans leur quête de puissance. Donc, pour lui, en effet, il faut que la puissance, les mers puissent être contrôlées, surtout que les prédispositions naturelles de son pays le montraient déjà. Donc, dans sa logique et dans sa façon de penser, il estimait donc qu'il fallait regarder l'Angleterre dans le déploiement que les États-Unis devraient faire, que dans leur déploiement, les États-Unis devraient regarder plutôt comment est-ce que l'Angleterre s'est organisée pour devenir un colosse empire marin, empire maritime. Donc, dans ses livres, il essayait toujours d'expliquer d'où provient la grandeur de l'empire britannique. Comme je vous ai dit, il s'est beaucoup inspiré de la Grande-Bretagne pour proposer un modèle de puissance aux États-Unis ou un projet de puissance aux États-Unis. Pour lui, il fallait s'intéresser à la Grande-Bretagne parce qu'elle avait réussi à s'assurer en même temps un commerce extérieur prospère, parce qu'il enrichissait, en même temps il disposait d'une marine marchande florissante pour son commerce, d'une marine de guerre puissante pour veiller à la défense des bateaux de commerce partout dans le monde et d'une série de bases maritimes où les navires pouvaient se ravitailler ou être réparés. Et enfin, c'était un empire qui fournissait des matières premières nécessaires à l'industrie. Vous voyez donc qu'il est important de contrôler aussi les mers parce que ça peut nous donner une autre façon de percevoir notre puissance. Donc, Alfred Thayer Mahan estime donc que les mers, le contrôle des mers est important pour le commerce extérieur. Il peut garantir sa prospérité. Il pense que ça peut garantir également la florescence de la marine marchande afin de favoriser l'écoulement des produits du commerce. Et que ça peut permettre aussi de disposer d'une marine de guerre. Comment est-ce qu'un pays comme le Cameroun, qui a une façade maritime, ne s'exprime pas bien en mer? Est-ce que notre État, l'action de notre État en mer est suffisamment pertinente pour que nous puissions dire que nous contrôlons nos mers? Il y a quelques années, on soupçonnait des pays comme la Chine
de déverser leurs déchets dans les côtes africaines. Parce que les pays africains n'ont pas la capacité de détecter la présence de quelqu'un dans leurs eaux territoriales. Or, vous ne pouvez pas dire que vous maîtrisez un territoire comme la mer sans avoir la capacité de naviguer dessus, sans avoir la capacité de patrouiller dessus, sans avoir la capacité de connaître vos ressources, sans avoir la capacité de maîtriser vos eaux territoriales à travers votre présence. Il faut une marine, comme on voit les postes routiers. Quand vous entrez dans une ville, quand vous sortez du Cameroun à la frontière, vous voyez le barrage camerounais. Il faut aussi qu'en mer, nous soyons présents. Quand on entre au Cameroun en mer, est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on a une marine qui va interpeller les gars, qui va interpeller souvent dans les eaux, les zones exclusives, je veux dire les ZZE, les zones économiques exclusives? Non. Est-ce qu'en dehors du BI, qui doit mener quelques actions spontanées de temps en temps lorsqu'il est sur les opérations, lorsqu'il est en opération par rapport aux pirates, doit forcément être la force qui va souvent patrouiller? Quelle est la force régulière qui est présente ou qui assure la présence de l'État du Cameroun en mer? Voilà des questions stratégiques et des questions importantes. Lorsque nous avons une côte, lorsque nous avons un visage en mer, nous devons tout faire pour pouvoir contrôler cet espace-là. Est-ce que nous pouvons garantir notre poisson? Est-ce que nous avons la capacité de pêcher, la pêche industrielle au niveau de nos eaux territoriales? On va toujours attendre que les Chinois nous envoient le poisson. Est-ce que nous avons cette capacité-là au niveau industriel que d'utiliser des pirogues, des gens qui plongent dans la mer et ressortent 2 jours après? On dirait la magie. Est-ce que c'est de ça que nous avons? Est-ce que nous pouvons industrialiser notre pêche? Est-ce que nous pouvons écouler nous-mêmes nos produits, c'est-à-dire les extraire et écouler la partie que nous voulons faire écouler? Est-ce que nous avons la capacité de surveiller les pétroliers qui entrent chez nous? Parce que si un pétrolier coule, est-ce que nous avons la capacité d'assurer le pompage en mer? Parce que vous savez qu'il y a eu des pétroliers comme le Rika, vers les années 90, qui ont coulé et qui avaient souillé 400 km de côte, plus de Douala-Yaoundé. Imaginons-nous que le Cameroun ait la capacité de gérer un tel incident sur ses côtes. C'est-à-dire que si un pétrolier vient couler, nous avons créé le port de Kribi en eau profonde, mais est-ce que nous avons garanti les métiers d'expertise qui nous permettent de nous assurer du contrôle ou alors de la gestion d'une crise pétrolière? Est-ce que nous disposons de tous ces éléments-là? Voilà la réflexion que la géopolitique ou la géostratégie de Mahan va donc nous imposer. Mahan nous dit qu'il faut maîtriser les mers. Maîtriser la mer, c'est d'abord la connaître. Connaître ce qu'il y a comme ressources. Connaître maintenant comment transformer ces ressources-là et savoir en quoi ces ressources peuvent aider. J'ai dit en ce qui concerne l'espace, prospecter, exploiter, diffuser. C'est très important. Prospecter, exploiter, transporter, écouler. C'est fondamental si nous voulons atteindre un objectif stratégique ou alors si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes définis, si nous sommes un État conscient dans l'élaboration d'un projet géopolitique. À quelle échelle voulons-nous nous projeter à partir de la mer? Un pays comme le Cameroun qui dispose donc de l'espace continental et maritime doit avoir la capacité de se déployer également en mer. C'est une puissance qui est globale pour nous, qui pourrait être globale pour nous. En plus de ça, les variables culturelles du Cameroun, multiculturelles du Cameroun devraient être pour lui un atout. Ce pays en miniature qui dispose de presque toutes les richesses, peut-il disposer de la capacité de les transformer, mais de les détecter d'abord ou alors de les prospecter? Doit-il toujours être dépendant de d'autres puissances? Si vous voulez contrôler l'espace, il faut avoir tout cela à domicile. Il faut avoir tout cela à domicile. C'est ça qui peut nous conférer un peu d'autonomie stratégique. C'est ça qui peut chasser les voraces et les rapaces qui tournent autour du pétrole camerounais, qui tournent autour de la richesse camerounaise, qui entretiennent la chronicité des conflits par endroits que nous vivons. Vous ne pouvez pas me dire qu'à Bakassi, certains groupes rebelles signent des contrats avec des compagnies étrangères, comme ce fut le cas au début de la crise. Est-ce que cela peut être possible dans un monde normal? Non. Le Cameroun doit donc faire preuve
doit faire preuve de la maîtrise de sa mer, de ses espaces maritimes. Maîtriser l'espace maritime, c'est donc le connaître. Quelle est la stratégie à employer? Il faut prendre un groupe de jeunes, vous envoyer faire former ailleurs. La Chine, à l'époque où la Chine avait décidé de changer de cap de développement, parce que vous savez, pour changer un cap de développement, il faut au moins 25 ans. Ça correspond au cycle de développement. En 25 ans, on passe d'un statut à un autre, de pays pauvres à pays émergents. Vous pouvez le faire en 25 ans. Il faut donc commencer par le faire, se former. Il faut donner la capacité aux gens de se former dans les métiers que nous aurons définis comme étant nos métiers d'avenir, parce que ce sont des métiers qui peuvent être pour nous des atouts stratégiques. Il faut le faire. Le Japon, qui n'a pas assez de ressources au sol et qui a le séisme chaque jour, sait aujourd'hui construire des immeubles bien solides, parasismiques, parce qu'ils ont cet élément-là dans leur nature, dans leur environnement. Ça leur a permis aujourd'hui de transformer cela en opportunité. Le Japon est aujourd'hui l'une des premières puissances technologiques. Le Japon a misé sur l'éducation parce que n'ayant pas forcément des ressources, mais le Japon est aujourd'hui parmi les plus grandes puissances au monde. L'Afrique aussi doit disposer de cette capacité-là, sortir des discours et rentrer dans l'action. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du contrôle des mers, du contrôle d'un espace. Contrôler l'espace, c'est le maîtriser. Avoir la capacité de détecter ce qu'il y a et de prospecter ce qu'il y a comme ressources. Prospecter, exploiter, transporter, écouler, c'est fondamental pour un État qui veut rêver, pour un État qui veut se donner une place dans le monde, pour un État qui a eu le courage de définir son échelle de puissance et d'élaborer son projet géopolitique afin d'appartenir à un cercle de décision. Comment le Cameroun peut-il s'en sortir s'il continue à avoir des conflits? Parce que le conflit retarde. Vous savez, lorsqu'un conflit s'installe, notamment les terrorismes et les insurrections, les terrorismes comme Boko Haram ou les guérillas comme Onozo, lorsque ce type de conflit s'installe, si on travaille bien, c'est pour 25 ans, parce que le conflit ralentit. Ce type de conflit ralentit, il sape les mécanismes de socialisation, il crée le manque, la méfiance. Or, il faut vaincre la méfiance en bâtissant la confiance. Or, avec ces conflits, cela reste impossible. Comment faire pour sortir de là? Il appartient donc à la jeune promotion, aux géostratèges et aux géopolitologues de disposer des capacités pour faire ouvrir les consciences et faire comprendre l'importance de l'espace. L'espace, c'est fondamental. Si nous avons un espace, nous devons le connaître. Que personne d'autre ne vienne plus nous dire ce que nous avons dans notre espace. On va venir vous dire que dans votre sous-sol, vous disposez de 100 litres de pétrole alors qu'il s'agit de 1000 litres. On va vous l'extraire en un an alors que c'est le temps qui correspond à l'extraction de 1000 litres de carburant, de pétrole. Mais n'ayant pas les dispositions pour contrôler, pour vérifier, vous allez accepter. En plus, vous ne maîtrisez même pas le marché du pétrole, qui fixe les prix, qui fixe le niveau d'imposition, ainsi de suite, nous ne les maîtrisons même pas. Avons-nous suffisamment de pétroliers même pour porter ou pour faire écouler nos produits vers les zones de consommation? Parce que l'enjeu stratégique, c'est le rapport qu'on va établir. C'est réussir à établir le rapport entre la zone de production et la zone de consommation. Et nous devons, nous en tant qu'Africains, nous battre pour conserver tout ce cheminement-là sur place. Que de la production à la consommation, de la production en passant par la fabrication à la consommation, que nous puissions retrouver tous ces métiers-là en fonction de nos configurations spatiales. Oui, parce qu'une industrie ne se crée pas n'importe comment. Elle ne se crée pas ex nihilo. Elle se crée sur la base de la configuration spatiale. On ne peut pas mettre la Sodécoton dans une zone où le coton ne pousse pas. Dans une zone où il y a le manioc, il faut créer des industries qui permettent d'industrialiser le manioc. Ça facilite l'accès à la ressource, mais ça donne également de l'emploi aux populations locales de ces régions-là qui maîtrisent cette affaire. Et il faut donc disposer de la capacité de transformer ce manioc en autre chose. Pouvons-nous le faire sur place? Chococam, le cacao et le chocolat.
Voilà un exemple. Il peut être produit ici, fabriqué ici et consommé ici. Voilà un exemple. Nous devons donc aujourd'hui penser pour tout ce que nous avons comme richesse à créer des champions nationaux. Le champion national en matière industrielle, c'est donc une industrie qui a réussi dans un secteur donné. Qu'est-ce que nous faisons pour disposer de cette capacité-là? Qu'est-ce que nous faisons pour disposer de ces champions nationaux? C'est très important et c'est fondamental. Voilà des réflexions que la géopolitique, que la géostratégie nous impose, que la géopolitique nous oblige à mettre en exergue, nous oblige à mettre en joue afin que les débats puissent s'organiser autour de ces questions en essayant donc de donner la possibilité d'apporter des solutions, en essayant de donner des possibilités à l'élite politique de prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Il faut appartenir au cercle de décision. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de la géopolitique, lorsqu'on parle de la géostratégie. On ne peut parler de la géopolitique ou de la géostratégie sans avoir cette réflexion qui vous permet d'aller regarder dessous, en dessous, derrière les rideaux. Il faut lire ce qui se cache derrière les rideaux. C'est pour ça que nous avons dit au départ que la géopolitique va donc s'intéresser aux motivations. Elle va s'intéresser aux actions que posent les acteurs, mais elle va se poser la question de savoir qui veut quoi, pourquoi, avec qui, comment. Il faut répondre à toutes ces catégories. Il faut répondre à toutes ces questions lorsqu'on analyse un acteur, lorsqu'on analyse un environnement, lorsqu'on analyse une action, lorsqu'on analyse une stratégie. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on décide de réfléchir en matière de géopolitique. Est-ce que vous me comprenez parfaitement? Oui, prof. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde comprend parfaitement l'enjeu? Est-ce que vous comprenez ce que Mahan essaye donc de dire quand il veut qu'on puisse contrôler les espaces? Oui, monsieur, je vous comprends parfaitement. Vous dites? Je vous comprends parfaitement, il n'y a pas de question. Très bien. Donc, Mahan a regardé la Grande-Bretagne. Étant américain, il était complexé par la Grande-Bretagne, par l'Empire britannique. L'Empire britannique qui était, je vais vous montrer une carte tout à l'heure, qui vous montre toutes les possessions britanniques dans le monde. Vous allez donc comprendre. Donc, vous allez voir le contraire de ce qu'on appelle l'absence de l'État. Vous allez voir comment l'Empire britannique est présent dans le monde. Comment l'Empire britannique est présent dans le monde. Comment l'Empire britannique est effectif. Comment la domination britannique est effective dans le monde. À partir simplement de la présence. Et être présente en mer, c'est disposer donc de la flotte, qu'elle soit marchande ou guerrière. Il faut disposer de la flotte. Nous verrons dans des cartes, lorsqu'on va aborder la question de la géostratégie, comment est-ce que les États-Unis sont présents dans toutes les parties, dans toutes les parties ou alors dans tous les compartiments maritimes, que ce soit l'océan Atlantique nord ou sud, que ce soit l'océan Indien, que ce soit l'océan Pacifique, que ce soit, je ne sais pas moi, même au niveau de l'Antarctique, vous verrez qu'il y a quelque chose qui les représente. Bref, vous comprendrez donc ce que c'est que être présent. Donc, lorsque Mahan regarde donc l'Empire britannique, il dit qu'il y a des conditions qu'il faut remplir pour son pays, les États-Unis. D'abord, l'acquisition des colonies. La disposition de la flotte de guerre, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont les éléments fondamentaux qui permettent de contrôler les océans. Et puis, il fallait que les États-Unis aient la capacité d'empêcher aux éventuels ennemis d'avoir accès à certains sites stratégiques à proximité des zones d'intérêt pour les États-Unis. Enfin, il fallait occuper les principales routes maritimes du globe. C'est pourquoi la conquête des canaux et des détroits, la conquête des caps va à un moment donné de l'histoire devenir un enjeu très fondamental. Pour Mahan, la puissance maritime dépendra d'un certain nombre de facteurs tels que la position géographique. Ce n'est pas pour rien, lorsqu'on a parlé du déterminisme géographique, que je vous ai montré des cartes
Je vous ai montré comment est-ce que la Russie se représente le monde, comment est-ce que les États-Unis se représentent le monde, comment est-ce que la Grande-Bretagne se représente le monde. Vous voyez qu'ils s'inscrivent, ils se représentent étant au centre du monde. À partir de là, ils dessinent leur route, la route de la soie, la route du pétrole, la route des ressources, la route, je ne sais pas moi de quoi, la route de la richesse culturelle. Ils dessinent leur carte et tracent donc les chemins en cherchant des raccourcis. Parce qu'aucune zone du monde ne doit plus être éloignée. Aucune zone du monde n'est plus éloignée pour les États-Unis. Il n'y a que pour nous autres, quand on entend Pacifique, on a bien l'impression que c'est loin. Pour les États-Unis, ils sont déjà présents. Dans toutes ces zones, les Américains sont capables de réagir si leurs intérêts sont menacés. Je le disais encore hier à l'école d'état-major, la présence est fondamentale, la présence. Un État doit être présent. C'est la présence qui garantit la sécurité. C'est la présence qui garantit la confiance. C'est la présence qui garantit donc la sérénité et la sûreté dans l'État. Donc, la position géographique est fondamentale. Si nous nous pensons comme étant au centre du monde, même si la carte du monde nous... Enfin, je vous ai d'abord dit qu'il faut la déconstruire. Lorsqu'on fait la géopolitique, il faut la déconstruire. Et j'ai dit que la meilleure façon pour l'Afrique de penser, c'est d'inverser la carte du monde. En inversant la carte du monde, elle se retrouve au nord. Ça veut dire que tous les déchets du sud seront retombés et toute la prospérité du nord sera acquise. Donc, lorsqu'on va retourner la carte du monde, le Cameroun d'ailleurs lui-même va se retrouver plus haut. Donc, il va se retrouver dans les parallèles qui appartiennent au nord. Et à partir de ce moment-là, il va donc acquérir toute la prospérité entendue comme venant du nord. Les crises, les conflits, les maladies et autres vont redescendre vers le sud qui est leur zone, qui est connue comme étant leur zone de développement, leur zone d'entretien, leur zone d'action. Il faudra donc à partir de ce moment-là savoir que ce sont des éléments qu'il faut s'inscrire dans la tête. C'est dans la tête que cela se pense et non ailleurs. Il est donc fondamental pour nous de comprendre que la géopolitique, la géostratégie, la géographie, c'est le fondement de la pensée de la puissance. C'est le fondement de la projection pour un État qui veut avancer, pour un État qui se définit une échelle de puissance ou pour un État qui veut atteindre un certain nombre d'objectifs sur la scène, soit régionale, soit sous-régionale, mais surtout internationale. C'est très fondamental. Et donc, la position géographique lui a permis de réfléchir en essayant de comprendre comment est-ce que la puissance maritime se comporte. Donc, il y a aussi la question de la qualité du physique du littoral, la conformation physique du littoral, la fertilité des côtes, par exemple françaises, peut être un avantage pour la France également, parce que les côtes fertiles, c'est un type de culture que vous pourrez avoir, sauf qu'il ne s'agit pas de savoir que vous pouvez avoir telle culture, mais le plus important, c'est ce que vous faites de ce que vous avez. C'est ce que vous faites de ce que vous êtes. C'est l'image que vous voulez projeter. Vous projetez laquelle? L'image réelle, c'est-à-dire que de pays pauvres, l'image voulue, c'est-à-dire que de pays puissants, ou alors c'est l'image perçue que vous voulez travailler. Parce qu'on peut percevoir une image qui n'est pas vraie, mais c'est à vous d'avoir la capacité de l'entretenir. Et vous pouvez aussi décider d'entretenir l'image perçue si elle est positive, ou alors de la matérialiser. Voilà un tableau, voilà un slide qui vous montre quelques acquisitions américaines au niveau du Pacifique et de l'océan Atlantique. Regardez dans le Pacifique, toutes les îles que les Américains, qui sont sous la domination américaine. Regardez vous-même. Mais c'est carrément l'Amérique. Le Pacifique, c'est carrément les États-Unis. Philippine Island, Wake Island, Guam, Palmyra Island, American Samoa. Vous voyez que ces îles, ce sont les acquisitions impériales des États-Unis d'Amérique. Vous voyez qu'elle est présente dans le Pacifique, qui peut nous paraître comme étant un espace très éloigné. Mais non, les Américains sont présents dans cet espace et décident d'y parvenir. Ici, nous voyons clairement
les différents pays du monde avec l'extension de leur zone économique exclusive. Nous voyons également quels sont les pays enclavés. Tous les pays que vous voyez en vert sont des pays enclavés. Nous voyons les 20 premiers pays ayant les plus grandes zones économiques exclusives au monde. Nous voyons aussi les États dont la zone économique exclusive est inférieure à la superficie terrestre. Les pays qui sont complètement en orange, leur zone économique exclusive est inférieure à la superficie de leur pays, à la superficie de ce qu'ils sont. Ce sera par exemple le cas du Brésil. Pourtant, le Brésil nous paraît être un très grand pays. Donc, vous voyez que en termes de pays aux grandes zones économiques exclusives, les États-Unis sont numéro 1. Mais je tiens à préciser que dans cette carte, on ne mentionne pas les dom-toms français, parce que je pense bien que si on mentionne les dom-toms, les territoires d'outre-mer, je veux dire français, la France se retrouvera en tête des pays disposant les plus grandes zones économiques exclusives. Vous voyez donc que la France ici est numéro 2, les États-Unis sont les premiers, le Canada est 7e, le Brésil est 11e, l'Inde est 18e, hein, les Royaumes-Unis, ils sont 8e en termes de zones économiques exclusives. Ça veut dire que c'est la continuité de leur espace qui va jusque-là. Et donc, disposer de ces zones, ça veut dire que votre souveraineté s'étend toujours jusque-là. Ça veut dire que vous disposez toujours de la capacité de vous mouvoir, de la capacité de maîtriser ces espaces. Et c'est dans le sens de ce que je vous ai dit. En géopolitique, maîtriser l'espace, c'est le connaître et disposer de la capacité de le transformer. Prospecter, exploiter, écouler. Il faut disposer des capacités pour le faire. Et c'est ça, contrôler un espace. Donc, Nicolas Mahan est donc l'auteur qu'il faut lire si vous voulez comprendre ce que c'est que la puissance en mer. Si vous voulez comprendre ce que c'est que contrôler des océans. Si vous voulez comprendre comment est-ce que disposer, devenir une île, être une île n'est pas un désavantage, mais au contraire, les États-Unis sont l'une des plus grandes puissances mondiales, sinon la puissance mondiale. La Grande-Bretagne fait partie des grandes puissances mondiales. Ce sont des îles. Ce sont des îles, mesdames et messieurs. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, vous me posez vos questions. Si vous n'avez pas compris, vous relevez l'aspect qui n'a pas été compris et vous me dites, est-ce que nous sommes d'accord sur le principe? Jusqu'à présent, tout va bien. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, vous m'avez très bien suivi. Très bien, docteur. Très bien. J'espère que le cours vous inspire beaucoup de choses parce que je souhaite que ça vous fasse réfléchir, ça vous fasse voir les choses autrement. J'espère que nous sommes en train d'essayer d'atteindre cet objectif-là. C'est encore la deuxième séance, mais je pense que tout ira mieux. Ça reste encore à voir, mais jusqu'à présent, tout va bien. D'accord. Ça va aller. C'est la géopolitique. Et même cette deuxième séance est très inspirante. Ça inspire vraiment, docteur. Beaucoup, là. Ce sont les deuxièmes séances pour vous? Ce sont vos deuxièmes séances à vous? Oui. Non, moi, je suis là depuis le début. Ok, d'accord. Parce que nous sommes déjà un peu loin. Mais ça va. Je crois que quand je reprends au début du cours, ça vous permet de vous rattraper, n'est-ce pas? Affirmatif. Oui, oui. Donc là, on va commencer la prochaine fois avec le Rimland de Nicolas Spikeman. Vous suivez? Aujourd'hui, on a vu le Sea Power de Mahan. Après, on va continuer. Demain, c'est le 24. On va continuer le 26 avec le Rimland de Nicolas Spikeman. Vous allez voir une autre stratégie. Et ça, c'est la stratégie qui avait donc été utilisée pendant la guerre froide. Il y a eu une séquence qu'on a appelée l'endiguement entre les États-Unis et la Russie à l'époque. Bref, on verra ça lorsqu'on va aborder la question. S'il n'y a pas de questions, je vais devoir me séparer de vous en vous souhaitant
tous mes vœux en vous souhaitant mes joyeuses fêtes de Noël pour ceux qui fêtent et en demandant à ceux qui ne fêtent pas de célébrer quand même. Hein? Et en demandant à ceux qui fêtent de recevoir leurs frères qui ne sont pas forcément concernés. C'est un moment de joie, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Moi aussi, je vais commencer mes tours de visite dès demain. Vu qu'on est disponible partout, peut-être qu'on va s'envoyer les images. Oui, la vidéo. Vous dites? C'est qu'on va manger, peut-être qu'on va se partager les images. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans le groupe pour partager. Pas de souci. OK. Merci bien, bonne soirée. D'accord. Sinon, vous vous portez tous très bien alors. Merci bien, docteur. D'accord. Ok, merci, beaucoup, docteur. monsieur. Et on se voit le 26, n'est-ce pas? Le 27. Le 22. Le 20 combien? Ah, le 27. 27. OK, le 27. OK, le 26, vous ne faites pas cours le 26, c'est dimanche. 26, c'est un dimanche. dimanche. Il y a trop de chrétiens, Ça dépend de d'accord? vous. Si Non. vous programmez, on s'aligne. Non, si certains pensent qu'ils veulent être libres le dimanche, on peut laisser. On va travailler lundi, il n'y a pas de problème. Ouais, D'accord. D'accord, OK. Pas de souci. OK, portez-vous bien alors, à la prochaine. La Merci bien, docteur. prochaine, monsieur. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous.